Quelque chose en nous nous pousse à progresser, à nous remettre en question plus d'une fois. Notre personnalité s'en passerait bien, souvent, comme si nous avions deux parties, une plutôt centrée sur nos désirs et notre bonheur, et une plus profonde, ayant le sens du bien commun, de la responsabilité collective. Précisons cela, et comment ces deux parties peuvent-elles s'harmoniser et s'équilibrer. Alors, au début, on est, pendant tout un temps, notre personnalité. Et d'une certaine façon, c'est assez simple. Notre personnalité se construit. On connaît les périodes de l'existence. Dans l'enfance, le bébé construit son corps physique. Et puis, un peu plus tard également, il développe son plan émotionnel. On connaît les grosses colères des enfants, les gros chagrins, l'âge du non aussi, où ils s'affirment en s'opposant. Et puis un petit peu plus tard, il y a aussi le développement du plan mental, plan plus intellectuel. On dit que 7 ans est l'âge de raison, voilà. On entre dans l'école, ça commence à être plus sérieux, on développe plus le plan mental. On retrouve tout ça à l'adolescence aussi. Il y a des modifications physiques importantes. Et puis sur le plan émotionnel, c'est l'étape où on développe des idéaux importants, où on choisit ses valeurs, où on développe ses goûts propres. Et sur le plan mental aussi, c'est le moment où il commence à y avoir des choix à faire, des choix d'études, des choix d'orientation, par exemple. On acquiert des opinions qui nous sont propres, etc. La personnalité nous permet de nous exprimer dans le monde. C'est cette partie en nous qui agit, qui est en relation, qui a des rôles dans le monde. On s'individualise de plus en plus et on devient fort, on devient des personnalités fortes, à l'image du signe du lion dans l'astrologie, qui exprime cette force de personnalité. On développe la conscience de soi, on devient un être de plus en plus responsable. Dans le chemin d'évolution, il y a une croissance un peu semblable. Dans un premier temps, on a à descendre dans la matière, à évoluer sur les 3 plans, physique, émotionnel et intellectuel, mental, pour développer de plus en plus notre expression dans le monde et notre personnalité. Pendant tout ce temps, la personnalité est dominante par rapport à notre être profond, que l'on ne connaît guère à ce niveau-là. La personnalité pèse beaucoup plus lourd. Si on la met dans un plateau de la balance et si on met l'être profond dans l'autre plateau, la personnalité pèse beaucoup plus lourd. Le plateau de la personnalité est nettement plus pesant. Il s'agit d'une balance à 2 plateaux. Aujourd'hui, on connaît les balances numériques à un seul plateau. Là, c'est des balances que l'on peut trouver encore sur les marchés quelquefois, ou la balance de justice, où on a équilibré l'accusation et la défense. Les deux ont à s'équilibrer dans cette balance à 2 plateaux. En cherchant à nous développer sur le plan de la personnalité, nous rencontrons à un moment une autre source de richesse, l'être intérieur en nous. Dans un premier temps, il n'y a pas grand changement, on le ressent comme un prolongement de nous-mêmes, comme une nouvelle pièce dans notre maison, un grenier avec des trésors, un étage supérieur. Voilà, c'est un autre domaine de nous, une nouvelle richesse que l'on développe. On peut avoir l'impression d'avoir son âme, c'est mon âme, et quelle découverte elle nous donne, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, peut-être plus d'amour, peut-être une santé plus grande, peut-être des idées intéressantes, originales que je pourrais développer dans le monde. C'est une époque où on a tendance à exercer le matérialisme spirituel, comme on dit.
C'est-à-dire on trouve des richesses au niveau de notre être profond, de notre âme. Alice Bailey emploie ce mot dans un sens différent des religions, on va pouvoir le voir. On trouve des richesses dans cette partie profonde en nous et on les ramène chez soi. On les ramène au niveau de notre personnalité comme une richesse qui renforce la personnalité. Pendant tout ce temps, la personnalité est toujours dominante, c'est toujours ce plateau-là qui pèse le plus lourd. On cherche un enseignement souvent, on cherche un enseignant, on écoute une conférence, une autre, on exerce une pratique, une autre, du yoga, du qigong, de la méditation. On a différents domaines comme ça que l'on essaie, on fait des expériences. C'est la période que l'on peut appeler celle de l'aspirant. Voilà, on cherche, on aspire, on cherche une autre vérité, une autre richesse en nous, plus grande. C'est une période où on a tendance à se purifier beaucoup, physiquement, émotionnellement, mentalement. On cherche à manger plus sain, à faire de l'activité physique. On développe la pensée positive facilement, arriver à avoir des orientations, des paroles positives, à avoir la bouteille à moitié pleine et non pas à moitié vide. Voilà, on cherche à s'alléger, à s'affiner, à devenir plus subtil. Pendant tout ce temps, il y a souvent une alternance entre les deux plateaux de la balance. Le matin, on peut faire une méditation ou un peu de yoga qui nous intériorise. Et puis après, toute la journée, c'est la vie de la personnalité. C'est le monde de la personnalité. Et on peut oublier très vite ce que l'on a pu développer le matin, la paix, le calme, l'amour que l'on a pu rencontrer le matin. Si un quart d'heure après, on est dans un embouteillage, l'ambiance peut être assez différente au niveau de la personnalité. C'est une période de dualité importante entre ces deux parties. Ça représente des tensions parce que la personnalité a donc ses désirs, elle cherche son bonheur et on découvre de plus en plus que cet être profond que l'on rencontre, cette âme, eh bien, elle a des aspirations assez différentes, des aspirations d'amour, de plus de justice, de juste relation, un goût d'harmonie. Et entre ces deux parties de nous-mêmes, il y a une cohérence limitée, une faible cohérence, qui amène donc des tensions, des crises éventuellement, entre les idéaux et les grandes valeurs de l'être intérieur et puis ce que l'on peut vivre dans la vie de tous les jours. C'était plus simple de ce point de vue quand on est juste notre personnalité. Globalement, la personnalité est toujours le plateau qui pèse le plus lourd. On est toujours dans une focalisation personnelle. On visite l'autre plan, on visite le plan de notre être profond, mais on revient, on ramène les richesses que l'on a au niveau de notre personnalité. C'est une période où on soupèse les deux plateaux de la balance. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est toujours la personnalité? Et c'est très bien, on n'est pas prêt, il n'y a pas de jugement, c'est la période, la personnalité a à se développer pendant la première partie de notre chemin d'évolution. Mais progressivement, eh bien, cette partie intérieure pèse de plus en plus lourde, devient de plus en plus importante, et à un moment, eh bien, elle passe au premier plan. Il y a comme une bascule. C'est ce qu'on appelle la naissance à l'âme, naissance à l'être intérieur. À ce moment-là, on est âme, on se sent âme et on a une personnalité. Il y a une bascule, ça s'inverse. Jusqu'à maintenant, on était une personnalité et on avait découvert qu'on avait une âme en plus, comme un nouvel étage de notre être.
Là, c'est l'inverse. On prend conscience que notre vraie nature est cette âme, cet être intérieur, et qu'on a une personnalité, qu'elle a une personnalité. Et cela, on peut le rencontrer en dehors de toute croyance, indépendamment des croyances, indépendamment de tout enseignement religieux. C'est simplement le sentiment que l'aspect collectif, qui est la caractéristique propre de l'être intérieur, est plus important que l'aspect individuel. L'âme, on peut dire conscience collective, c'est synonyme, c'est sa réalité, sa nature profonde. Donc, eh bien, cette conscience collective prend de plus en plus d'importance et arrive à être supérieure à la conscience individuelle que l'on a auparavant au niveau de la personnalité. On prend conscience que l'on est tous sur un même bateau, au niveau d'un groupe, au niveau d'un pays, au niveau du monde. On en a de plus en plus conscience maintenant à travers l'environnement, à travers l'économie qui est de plus en plus mondialisée. On en a de plus en plus conscience dans les expériences que l'on rencontre ensemble et que chaque individu vit à son niveau de façon secondaire. C'est dans un premier temps collectif avant d'être individuel. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine, disait Pierre Teilhard de Chardin. C'est exactement cette bascule-là qui se produit au moment de la naissance à l'âme. On continue à vivre des alternances, bien sûr, mais maintenant notre siège, notre résidence est au niveau de l'âme. Et on visite des aspects personnels. On continue bien sûr à avoir des désirs, des émotions, des pensées personnelles, mais c'est l'aspect intérieur, âme, qui maintenant pèse le plus lourd dans la balance. Nous sommes tous unis dans cet être intérieur. Je disais que sa nature profonde, c'est la conscience collective. Nous sommes tous en réseau, nous sommes tous reliés dans cet être. Un peu comme le mycélium des champignons. On a l'impression quand on est en forêt qu'il y a un champignon ici, un autre un petit peu plus loin, un troisième par là. En fait, ce sont des excroissances, des sorties à l'extérieur d'une seule plante qui relie tous ces champignons extérieurs, qui est appelé le mycélium. L'âme, c'est comme un réseau comme ça, en haut, qui nous relie tous. Nous sommes tous des prolongements d'elle, prolongements individuels d'une grande unité. Je transmets souvent l'image de la main. Chaque doigt a son individualité, mais en même temps, les différents doigts font partie de la main unique. Progressivement, la personnalité perd de son importance, on n'est plus détaché, on n'est plus impersonnel, on n'est pas apersonnel, on n'est pas sans personnalité, mais la personnalité passe au second plan, développe un détachement. On peut avoir tendance pendant cette période à s'élever pour s'élever, à oublier la matière, à s'identifier seulement à la lumière. C'est une tendance mystique, on peut dire, qui a bien eu sa place dans les 2000-2500 ans qui se sont écoulés, qui étaient très religieux, et on peut rencontrer encore cette tendance aujourd'hui. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait déjà Blaise Pascal au XVIIe siècle. En fait, on n'a pas à s'élever uniquement dans la lumière pour y rester, pour jouir de cette lumière et de cet amour. On a plus à l'apporter dans la vie de tous les jours. Et c'est l'équilibre qui s'établit de plus en plus entre la personnalité et l'être intérieur. L'être intérieur donne sa place tout à fait à la personnalité, il la reconnaît tout à fait. La clé
entre les deux, c'est que la personnalité se met au service de l'être intérieur. Le service est une grande valeur. La personnalité est appelée à devenir l'assistant, l'adjoint de l'être intérieur, son prolongement pour apporter sa lumière, son amour dans le monde, sur la terre. L'être intérieur crée la personnalité pour agir dans le monde, pour pouvoir transformer le monde. Il ne peut pas agir par lui-même, il est par nature subtil, lumière justement. Il a besoin de construire un corps physique, un plan sensible, émotionnel, un plan intellectuel pour agir sur ces plans-là qui constituent la Terre et le monde que l'on connaît. Le service, c'est différent de rendre service. On ne recherche pas de résultats directs. On laisse plutôt, le service, c'est plutôt de laisser passer à travers soi la lumière de notre être profond, comme on pourra l'expérimenter en méditation tout à l'heure. Laisser passer son amour, ses qualités, à travers nos plans de personnalité. Donc il y a toute une oscillation entre la personnalité et l'être profond. Voilà, il y a un moment où on s'aligne sur l'être intérieur pour s'élever, pour aller vers sa lumière, vers ses qualités. Un moment plus où on se charge de ses qualités, où on les reçoit, où on les télécharge en nous. Et puis un moment où on les diffuse après en nous et à travers nous dans le monde. Une période de rayonnement comme ça, et à la fin une période d'intégration pour se développer plus, à partir de laquelle on repart vers un alignement avec plus d'ardeur, avec plus d'enthousiasme. 4 temps qui correspondent à cette oscillation entre la personnalité et l'être intérieur. L'alignement, le téléchargement, la diffusion et une étape d'intégration. C'est le processus qu'on appelle l'invocation-évocation. L'invocation, on s'élève pour être impressionné par la lumière et les valeurs de l'être intérieur. Et puis l'évocation, on laisse diffuser ces valeurs à travers nous. On laisse diffuser à travers nous, collectivement, la joie, la confiance, l'enthousiasme. C'est ainsi que naissent les nouvelles idées. Les idées qui apportent vraiment du nouveau dans le monde viennent de cette forme d'invocation-évocation. Les États-Unis d'Europe parlaient déjà à Victor Hugo en 1849. C'était une idée tout à fait révolutionnaire et innovatrice. Ça s'est concrétisé avec le marché commun en mars 1957 avec le traité de Rome. Bien plus tard, plus d'un siècle plus tard, avec des êtres humains qui étaient inspirés pour amener ces nouvelles valeurs dans le monde. Quelques années après la Seconde Guerre mondiale, il fallait vraiment y croire pour l'amener à réalité en cette période-là. Des personnes comme Jean Monnet, Adenauer, Maurice Faure, qui ont eu l'audace et l'enthousiasme d'amener ces idées-là dans le monde à cette époque. On peut aussi parler des scientifiques qui arrivent à trouver des compréhensions tout à fait nouvelles de la réalité. Il y a un long travail intellectuel, mais c'est au-delà qu'ils trouvent l'eureka, vraiment la réponse. Ça peut être immédiat, dans un temps de silence, et même s'ils n'emploient pas le mot âme et n'y croient pas, la physique quantique découverte au début du XXe siècle est un exemple. Nous l'avons peu intégré dans nos vies jusqu'à maintenant. Nous allons en reparler. Ou encore l'idée d'espéranto qu'a développé le docteur Zamenhof en 1887. C'était aussi une idée intéressante et innovatrice. C'est par le développement de la conscience que on arrive à trouver des nouvelles techniques. Ce réseau Internet qui s'est développé ces dernières décennies vient du développement de la conscience de réseau, de cette conscience de l'être intérieur qui se développe de plus en plus,
qui est en croissance importante avec l'ère du Verseau actuellement. On trouve de plus en plus cette conscience collective, cette conscience de réseau, et avec elle, eh bien, les techniques Internet, par exemple, manifestent cette nouvelle conscience. On recherche actuellement à appliquer la fusion nucléaire, qui pourrait être une source d'énergie bien plus saine que la fission que l'on connaît actuellement. Les chercheurs travaillent dessus. On le trouvera quand la conscience sera prête pour une telle nouveauté technique. On n'en est pas très loin. Il y a encore à avancer au niveau de la conscience. Les techniques découlent de cette évolution intérieure de conscience. Voilà, donc ces deux parties en nous-mêmes arrivent à s'équilibrer dans une oscillation où chacune a sa part, sans confusion. Chaque partie a sa place, son rôle. Et au-delà de cette collaboration, eh bien, les deux parties vont vers une unité, retrouvent en fait leur unité. Il n'y a pas d'un côté l'âme et de l'autre côté la personnalité. En fait, la personnalité est un prolongement de l'âme, comme on disait tout à l'heure. C'est l'âme qui crée la personnalité pour agir dans le monde. Et donc, ces deux parties en nous-mêmes arrivent à s'unir dans une âme-personnalité, on peut dire, dans une âme incarnée. Ces deux parties et on trouve la conscience qu'elles sont une en fait, elles sont réunies, qu'elles sont unies dans notre être réel. Cela, ça correspond bien à ce qu'a découvert la physique quantique. La lumière apparaissait dans certaines expériences comme des particules, comme des photons. Elle était quantifiable par photons, par quanta d'énergie. Et dans d'autres expériences, on se rendait compte que la lumière créait des interférences, donc était sous forme d'ondes. À ce moment-là, pas du tout définies, pas du tout particulières, au contraire diffuses dans l'espace et sans limite. Ces deux natures qui sont totalement incohérentes, incompatibles a priori, les physiciens ont bien dû se rendre compte que la lumière avait en fait ces deux natures et que les particules infiniment petites, microscopiques, aussi ont ces deux natures. Et que, eh bien, on doit considérer les deux à la fois. Donc la lumière n'est pas seulement onde, n'est pas seulement particule. On est arrivé au nom de ondicule qui réunit les deux. La physique quantique correspond exactement à cette conscience de deux parties, deux énergies différentes qui sont une essentiellement. C'est sa forme extérieure du vécu intérieur que l'on peut avoir au niveau de la conscience. Je transmets souvent aussi l'image de la stalagmite et la stalactite qui correspondent bien l'une à la personnalité et l'autre à l'âme. La stalagmite qui monte du sol dans les grottes et qui croît parce que la stalactite goûte sur elle du haut du sommet de la grotte. Ça correspond bien à cette dualité personnalité et être intérieur. Et de même, eh bien, la stalagmite et la stalactite finissent par se réunir, finissent par devenir une dans une colonne, comme on dit, qui, dans les grottes, sont la rencontre, sont la réunion d'une stalagmite et d'une stalactite au-dessus. Cette oscillation entre personnalité et être intérieur, cette collaboration entre les deux et de plus en plus la conscience d'unité entre les deux, eh bien, c'est largement le sens de la pratique de la méditation que l'on va pouvoir expérimenter un peu après si vous le souhaitez. C'est donner sa place à chaque partie, c'est les relier, c'est les mettre en collaboration, l'une et l'autre, chacune à sa place, chacune avec son rôle, l'âme au niveau intérieur, au niveau qualité et lumière, et la personnalité qui est son adjoint dans le monde pour rayonner ses qualités bien présentes dans le monde, et jusqu'à la conscience de leur union entre les deux.
Donc si vous le voulez, eh bien, nous pouvons faire une expérience de méditation guidée pour intégrer plus cette énergie et cet équilibre entre personnalité et être profond en nous-mêmes jusqu'à la conscience de leur union. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Le dos droit autant que possible. Une bonne assise. Et nous commençons par prendre contact avec notre respiration. Nous pouvons diriger notre conscience vers le front, entre les sourcils. Le centre qui correspond à notre personnalité. Et nous concentrer à ce niveau-là. Première étape de méditation, la concentration. Sur le plan de la personnalité, nous pouvons considérer sa vie, son rayonnement, ses relations, sa créativité, et nous pouvons maintenant élever plus notre conscience vers le sommet de la tête, vers le centre coronal, quelques centimètres au-dessus de la tête. Et imaginez à ce niveau-là une grande lumière. Une lumière qui diffuse horizontalement jusqu'aux autres, autour de nous. Ils ont une lumière semblable au sommet d'eux-mêmes. Cette lumière nous relie à tout ce que l'on connaît,
nous relie aux autres méditants. Cette lumière nous relie en fait à tous les êtres humains. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis dans la grande lumière collective de l'humanité. En revenant au sommet de notre tête, nous pouvons laisser venir une qualité essentielle qui est principale pour nous, qui est fondamentale pour nous. L'amour, la sagesse, l'harmonie, la justesse, l'engagement, la cohérence, par exemple. Une qualité essentielle qui est fondamentale pour vous. Nous sommes tous reliés à une qualité essentielle et toutes ces qualités sont reliées, sont une. Comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Donc nous allons inspirer dans cette qualité. C'est la période d'invocation. Nous nous chargeons de cette qualité, nous la laissons nous imprégner. À plusieurs reprises. Pendant l'inspiration, nous nous imprégnons de cette qualité. Et sur l'expiration, nous allons la laisser diffuser en nous-mêmes, dans nos plans de conscience personnels. Pendant l'inspiration, nous nous imprégnons de cette lumière, de cette qualité. Et pendant l'expiration, nous la laissons diffuser en nous. Dans notre plan mental, dans notre plan émotionnel, dans notre plan physique.
Nous invoquons cette qualité à l'inspiration et nous l'évoquons pendant l'expiration. Et maintenant, à nouveau, nous allons nous imprégner de cette lumière, de cette qualité à l'inspiration. Et à l'expiration, nous allons la laisser diffuser en nous et à travers nous dans le monde. Sans la diriger, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Nous chargeons de cette lumière, de cette qualité à l'inspiration. À l'expiration, nous la laissons diffuser en nous, à travers nous dans le monde. C'est notre service dans cette méditation, ensemble. Et puis, nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps. Avec son assise. Nous reprendrons contact avec la pièce et à votre rythme, quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, une expérience de pratique de la méditation, de l'invocation et évocation. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à renouveler cette méditation. C'est en pratiquant plusieurs fois que on est de plus en plus inspiré et que l'on diffuse de plus en plus la lumière et la qualité en nous et autour de nous.
Je vous remercie de votre écoute dans cette conférence et à bientôt si vous le souhaitez.